avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois France Tronel. Peut-être que vous la connaissez déjà, sous son compte Instagram ou son site internet, S'éveiller simplement. Moi en tout cas, je la suis. Je suis son travail, je suis son quotidien. À titre personnel, je la trouve inspirante. J'aime beaucoup la voir évoluer avec ses enfants, la façon dont elle les accompagne, la façon dont elle-même, elle peut prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle peut prendre soin de ses enfants, de sa famille, mais encore une fois aussi d'elle-même. Et c'est justement ça, ce dont nous allons parler, c'est le fait de prendre soin. Pour tout vous dire, quand j'ai contacté France au début, je voulais faire un épisode dans la série sur l'épisode sur l'instruction en famille, sur l'IEF. Et donc nous prenons contact et nous convenons de ce rendez-vous pour enregistrer. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de l'enregistrement, je m'aperçois que son histoire est passionnante, d'une part, mais qu'elle va bien au-delà de l'instruction en famille. Que finalement, le sujet de notre échange, même si nous allons parler d'instruction en famille et que je vais revenir dessus, c'est le fait d'oser prendre soin. Ça m'a apparu un petit peu comme une évidence à un moment dans l'épisode, vous l'entendrez juste après, où je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Que ce soit sur l'instruction en famille ou sur son changement de vie, France, sa force, elle et sa famille bien sûr, mais leur force, c'est d'avoir osé prendre soin, osé passer le pas de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et j'ai trouvé ça génial. Je vais maintenant laisser la parole à France pour qu'elle puisse commencer à se présenter elle-même, et je vous souhaite une très bonne écoute. Moi, je m'appelle France, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis sophrologue et maman de 3 enfants. Donc Camille qui a 4 ans et demi, Maxence qui va avoir 3 ans et Antoine, le petit dernier, qui va avoir 18 mois. C'est génial ça. C'était un choix d'avoir 3 enfants depuis un moment ? Alors, c'était un choix. Après, on l'a pas imaginé comme ça. On est issus tous les deux avec mon mari d'une famille de 3 enfants. Donc après, est-ce qu'on reproduit un schéma ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on est tous les deux issus d'une famille de 3 enfants avec des très différents, parce que moi, c'est une famille recomposée, entre guillemets, parce qu'on n'a pas la même maman. Et mon mari, il y a eu 2 aînés, et puis lui qui a 10 ans et 12 ans d'écart avec son frère et sa sœur. Voilà, donc c'est pas du tout le même schéma que le nôtre. Mais on a toujours voulu des enfants. C'est quelque chose qui a été toujours présent. Après, on s'est rencontrés quand on était très très jeunes, on avait 16 ans. Donc forcément, enfin non, je dis forcément, c'est pas un sujet qu'on a abordé, mais si, ça aurait pu être un sujet qu'on a abordé tout de suite, mais pas du tout. Et puis après, 3 enfants, c'est venu assez vite. Par contre, on n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient aussi rapprochés. Et voilà, la vie a fait que finalement, si, en fait, que avant d'avoir des enfants, on s'était dit non, les enfants rapprochés, c'est encore pire que des jumeaux, jamais de la vie. Alors, moi, je t'avoue que, à titre personnel, je me sens pas du tout d'avoir des enfants rapprochés, mais c'est très très personnel. Et pour le coup, j'ai envie de savoir comment on le vit pour le coup d'avoir des enfants rapprochés comme ça quand c'est pas prévu. En fait, c'était ni prévu ni pas prévu, mais si tu veux, on a eu notre aîné, ça a été très très compliqué les premiers mois. Déjà parce que moi, j'ai une histoire assez compliquée avec la maternité, D'accord. en tant que petite fille, puisque j'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an. Donc elle est décédée d'un cancer quand j'avais 1 an, et donc mon papa s'est remarié, et j'ai été adoptée ensuite par du coup sa seconde femme quand j'avais 7 ans. Donc voilà, moi la maternité, ça a été toujours un peu, c'était quelque chose de difficile. Quand je suis devenue maman, si tu veux, je pensais avoir réglé le truc, et quand je suis devenue maman d'une petite fille, ça a été super violent. Voilà, ça a été super violent parce que maman, déjà, j'avais à l'époque 27 ans, ma maman est décédée quand elle en avait 30. Donc ça peut paraître un petit peu bête, et rationnellement ça l'est, ça n'a aucun sens, mais moi jusqu'à 30 ans, j'étais un peu... c'était quelque chose qui me faisait vraiment flipper, quoi. J'avais peur de mourir tout le temps. Voilà, je deviens maman d'une petite fille. Donc dans la famille du côté de mon mari, il n'y avait que des petits garçons. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a 8 cousins, cousines du coup, mais Camille est la seule fille. Donc je me dis qu'il y avait il y avait un truc, quoi, tu vois, il y a un message. Il y avait que des garçons, et puis là je tombe enceinte d'une petite fille.
et je pensais avoir réglé plein de trucs et puis finalement, enfin, je pensais que c'était derrière moi, en fait. Tu te dis au bout de 25 ans, j'ai réglé tout ce que j'avais à régler et en fait, je pense que quand tu deviens parent, je sais pas, mais en tout cas maman, ça te saute à la tête en fait. Si t'as pas réglé un truc, tu prends la claque au moment où tu deviens maman, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu un retour de bâton avec notre aîné, où vraiment, ça a été très très compliqué de moi avec moi-même, de moi avec elle. On a mis du temps à tisser le lien, tu vois, même si je l'aimais de façon inconditionnelle, mais ça a été difficile de tisser un lien vraiment avec elle, parce que moi, j'avais pas réglé quoi, tout ce que j'avais à régler. J'étais encore vraiment très en colère par rapport à mon histoire. Donc tout ça, il a fallu vraiment bosser dessus. Voilà. Donc je me suis fait accompagner moi. On s'est fait accompagner en couple aussi, parce que forcément, quand il y en a un des deux qui va pas bien du tout, le couple en prend un coup aussi. Donc, enfin, en tout cas, nous, à chaque fois, ça a été comme ça. Je sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas, nous, à chaque fois qu'il y en a eu un qui était au fond du trou, bah, forcément, le couple a pris vraiment du plomb dans l'aile aussi. Avec un bébé de 6 mois au milieu de tout ça aussi, ce qui n'aide pas. Et puis en fait, après, la question du deuxième est venue au moment où voilà, tout ça s'est un peu apaisé et où moi, je me suis dit que je serais capable, pas d'aimer de la même façon, parce que je pense qu'on n'aime pas deux enfants de la même façon de toute façon, mais en tout cas d'aimer aussi intensément un deuxième enfant, quoi. Et en fait, on a eu cette chance, les 3 fois d'ailleurs, hein, où à chaque fois on s'est dit bon, ça marchera pas de toute façon du premier coup, et en fait les 3 fois ça marchait du premier coup. Donc c'était plus ou moins attendu si tu veux, mais c'était désiré, mais c'est vrai qu'à chaque fois je m'étais dit, oui, j'avais cette peur aussi au début de pas tomber enceinte. Alors pourquoi? Il y avait aucune raison entre guillemets que j'aurais pu savoir ou que voilà, il y avait pas d'antécédent, il y avait rien, mais pourtant c'était une vraie peur pour moi. Et, et puis voilà, du coup, la question du deuxième, bah, ça arrivait très vite et Antoine aussi de la même façon, le dernier. Donc c'était désiré, mais pas attendu forcément si proche. C'est particulier. Je comprends qu'on ne veuille pas d'enfants rapprochés parce que c'est sacrément sportif. Et, c'est pour ça qu'on me demande beaucoup, est-ce que tu conseillerais d'avoir des enfants rapprochés? Mais moi, je conseille pas grand-chose. Enfin, puis je pense que c'est vraiment super, comment dire, personnel en fait. Et puis c'est tellement intime dans la famille, parce que nous, on a un contexte où finalement, bah, ça s'est fait naturellement et voilà, on dort bien aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui font que ça s'est bien passé aussi parce qu'on est dans un contexte particulier. Est-ce que ça se serait bien passé avec 3 autres enfants? Je suis pas sûre, tu vois? Donc voilà. Et puis bon, maintenant ils sont encore petits, donc peut-être que ça sera compliqué dans quelques mois ou dans quelques années, mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de contexte, d'enfants, de parents, ça se passe pas forcément toujours bien, comme finalement ça se passe pas forcément toujours bien quand ils ont beaucoup d'écart non plus, quoi. Il y a pas de Ouais, bien sûr, il n'y a fatalité. pas il y a pas de recette, en tout cas, miracle. Moi, je sais que, tu vois, comme je te disais juste avant, c'est que moi, par rapport à ce que j'ai appris des enfants rapprochés, moi, personnellement, il y a des choses que je ne me sens pas d'affronter, tu vois, de vivre en tout cas. Notamment, enfin voilà, des besoins très très intenses sur plusieurs enfants comme ça. Mm. Moi, je sais que sur mon quota de patience et d'acceptation, si tu veux, de tout ça, je suis à peu près sûr que c'est pas bon. Donc, vaut mieux pas essayer, mais c'est très personnel. Je connais aussi plein de gens qui sont très très contents d'avoir fait ce choix-là, que ce soit pour des raisons matérielles ou quoi, mais il y a aussi plein de gens qui en sont ravis et t'as pas l'air du tout malheureuse de vivre ça. Donc, Non, non, on est super heureux, mais c'est vrai que ça fait bosser certaines choses, quoi. Et tu parlais, enfin, la patience, les limites que j'avais il y a 4 ans, c'est plus les mêmes maintenant, tu vois? C'est vraiment, ils m'ont fait bosser sur moi, sur ma patience, sur ma bienveillance, sur mon lâcher prise, voilà, quoi. Il y a des choses effectivement, que j'aurais, jamais pensé possible il y a 4 ans, quoi. Et puis finalement, bah, tu te retrouves dans une situation où, c'est possible et puis voilà et puis aussi parfois parce que tu as pas le choix, quoi.
Mais Mais oui. aussi, tu parlais de besoins intenses, effectivement, ils ont énormément de besoins. Enfin, tout petits, nous, les derniers ont 15 mois d'écart, donc voilà, à 18 mois et 3 mois, c'est super, par exemple, c'est quand même très intense. Voilà, il peut y avoir des trucs. Et en fait, bah, ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi dans la fratrie, ils ont pris le relais, en fait, entre eux. L'aîné qui s'occupait de l'un ou de l'autre, enfin, qui s'occupait, en tout cas, qui allait voir, qui était vraiment aussi accompagnante. Voilà, quand il y avait un cas de force majeure où de toute façon tu n'as qu'un corps et deux bras de toute façon, donc voilà. Et puis après tu trouves des solutions. Tu portes deux enfants en écharpe. Voilà, il y a des fois où tu trouves des ressources insoupçonnées où deux enfants sont chacun dans un bras et puis voilà, après beaucoup d'explications, de verbalisation. Voilà, là tout de suite, regarde, je ne peux pas, je m'occupe de ton frère. Voilà, aussi mais bon, de patience aussi, hein, clairement. Mais encore une fois, ça s'apprend parce que je pense que je suis pas la même maman qu'il y a 4 ans. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, je suis pas du tout la même maman qu'il y a 4 ans. Et, ils m'ont appris beaucoup. Voilà. Ils m'apprennent toujours beaucoup d'ailleurs. Et puis pour le coup, pas besoin d'aller à la salle de sport en portant Ah mais les non, mais enfants. j'ai repris le sport et franchement, je pensais que ça serait une catastrophe. Et en fait, j'ai pas tant perdu que ça parce qu'effectivement, on fait du gainage d'une certaine façon et on a les bras pas trop mal développés parce qu'effectivement, ça maintient. Ça maintient, voilà, je cours après les draisiennes. Et mine de rien, ça bosse quand même. Je pensais que ça serait la reprise serait bien plus difficile que ça finalement. Et finalement, ça va. Et finalement, Et, ça va. et ta grande, elle est en âge d'aller à l'école. Oui. Comment ça se passe? Camille, elle a été à l'école même. Mais là, on est en instruction en famille. Mhm. Elle a commencé à l'école complètement classiquement. En fait, la question en fait, de l'instruction en famille s'était déjà posée parce que c'est une enfant un peu atypique, voilà, avec plein de sensibilités. Donc la question s'était déjà posée en fait avant qu'elle rentre à l'école, du coup à 3 ans et demi, parce elle est de relativement début d'année, donc elle devait faire sa rentrée à 3 ans et demi. Et puis finalement, on s'est dit, on va essayer dans le système classique, école privée, très sympa. La maîtresse qu'on avait rencontrée, hyper bienveillante, qui nous propose de faire des matinées. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Comme ça, au moins, on aura le choix, tu vois, de se dire, OK, on va voir ce qui se passe, quoi. Et donc, l'année se passe très bien. Demi-journée, ça se passait vraiment très bien. Elle avait ses copines, etc. Donc bon, nous, on regarde ce principe-là vraiment. Et puis une maîtresse qui s'adaptait vraiment aux besoins des enfants de façon assez exceptionnelle. Hein. Je pense que vraiment, voilà. Et vraiment, tu vois, pour te dire, j'ai envie de remettre notre deuxième à l'école juste pour qu'il ait cette maîtresse tellement elle est incroyable. Ah ouais. Parce que c'est vraiment non seulement une très bonne instite et en plus quelqu'un d'extrêmement bienveillant avec tous les enfants dans leur individualité, quoi, ce que j'ai trouvé Hmm. super génial. Et malgré le fait qu'elle avait des contraintes de 28 enfants, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc l'école propose un saut de classe. Nous, on fait confiance parce qu'on n'avait pas d'avis sur la question, ni vraiment sur enfin voilà, ni sur la pédagogie, enfin de son niveau, on va dire scolaire, purement scolaire, ni sur sa capacité à s'adapter avec des enfants plus grands, parce que finalement, nous, on la connaît à la maison, mais c'est difficile, je trouve, de juger de comment elle est à l'école, etc., puisqu'on n'y est pas. Donc, on fait confiance, psychologue scolaire, test, voilà, toute la batterie de voilà, réunion pédagogique, ça a été extrêmement compliqué parce qu'a priori un saut de classe en maternelle ça se fait pas trop. Enfin en tout cas alors chez eux ça se faisait pas trop. Et puis ce qui s'est passé c'est que elle fait son saut de classe, donc elle saute une classe, elle rentre en grande section. Et là par contre ça s'est très mal passé. Ah ouais. Ça s'est très mal passé. Je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. Une maîtresse qui a eu beaucoup plus de mal à s'adapter, des enfants plus grands, une classe aussi a priori qui était un petit peu plus rentre dedans, un petit peu plus voilà avec des violences pour le coup physiques. Et du coup, elle a commencé à développer des TOC, donc à mâcher, à mordre en fait tout ce qu'elle avait sous la main.
Donc des gommes, des tubes de colle, tout ce qu'elle avait sous la main, des pinceaux. Ah ouais. Dès qu'elle allait à l'école, en fait, elle se mettait à tout mordre, de stress, de contrariété, d'ennui aussi. Donc elle a développé ça. Elle mangeait plus. Donc le matin, en fait, pour partir à l'école, impossible de la faire manger. En fait, que bon, Camille, ça a toujours été un enfant qui mangeait beaucoup de tout. Enfin, voilà, on n'a jamais eu de difficultés alimentaires. Et à la rentrée scolaire, au bout de quelques jours, parce qu'au début, elle était très contente de sauter une classe, de trouver d'autres copains. Et au bout de quelques jours, ça s'est vite dégradé, quoi. Donc elle a plus mangé. Terreur nocturne. Alors, les terreurs nocturnes, c'est pas ce qui nous a le plus inquiété, parce qu'elle en avait déjà fait. Oui, ça arrive. Voilà, c'était pas forcément si caractéristique que ça, mais couplé effectivement au TOC, des charges en fin de journée, des hurlements, des pleurs le matin, très compliqué d'aller à l'école. Enfin, quand je dis très compliqué, c'est un euphémisme, hein, c'est des pleurs, des hurlements, etc. Donc en fait, ça s'est très vite arrêté parce que après 1-2 réunions avec la maîtresse, ça s'est fait vite en fait. On a pris la décision très vite parce que la maîtresse nous dit moi je peux pas faire plus que ce que je fais. On peut pas faire sauter d'autres classes parce que de toute façon elle est trop jeune. Parce que nous de toute façon on voulait plus de saut de classe, c'était pas possible. Donc du coup on a pris la décision assez vite en fait de la déscolariser. Et on l'a vraiment récupérée vraiment pas bien, que ce soit physiquement parce qu'elle dormait très peu, elle mangeait très peu, et puis psychologiquement vraiment affectée en fait par son passage à l'école parce qu'elle avait été harcelée, enfin tapée, griffée, moquée. Voilà, donc on parle d'enfants de 5 ans, hein, donc c'est quand même, voilà, ça a été ce qu'elle a vécu, ça a été quand même tous les jours revenir avec des griffures, des morsures, des coups. Et puis en plus des violences qu'elle subissait aussi. Enfin, elle a été moquée parce que, en fait, par exemple, elle mettait un truc à la bouche, elle mordait, donc c'était un bébé, etc. Et plus elle était moquée, plus elle était pas bien, plus elle avait ce genre de toc, de comportement, tu vois, très nerveux, hein, voilà, très nerveux. Et donc on l'a récupérée vraiment, voilà, plus envie de grand chose en fait. Ça peut paraître fou au bout d'un mois, mais pourtant ça a été le cas, hein. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas. Et puis j'en parlais un petit peu sur les réseaux par rapport à la confiance en elle au plus bas. Voilà, parce que bon, après, forcément, ce qu'elle a, voilà, entre guillemets, nous, quand on est, même en tant qu'adulte, hein, de prendre des violences comme ça. Et la décision s'est vite prise parce que finalement, j'ai dit à mon mari, écoute, nous, en tant qu'adultes, on pourrait pas endurer ça. Je veux dire, si c'est un adulte qui te dit, je pleure tous les matins pour aller au boulot, ou qui développe ce genre de troubles, qui mange plus, qui dort plus, on se pose pas la question, on lui dit, change de taf, quoi, en fait, arrête, tu te fais du mal. Et nous, on lui dit continue, ça n'a pas de sens en fait. Donc dès qu'en fait on a mis ça en perspective, on a dit c'est bon, on arrête. Et du coup, donc on l'a récupéré en instruction en famille. Et là, du coup, le gros du travail, c'est vraiment de reconstruire en fait, voilà, tu vas reconstruire un peu l'étincelle, l'envie d'apprendre. Mais d'être actrice en fait de son apprentissage, parce que jusque là au début c'était vraiment le petit oisillon, tu sais, qui sait pas manger tout seul, qui ouvre la bouche et qui attend qu'on lui dise ce qu'il faut qu'elle fasse, quoi. C'est Bah, c'est vraiment ça. l'école, quoi. Et du coup là j'étais en fait que son frère, donc le deuxième, n'avait pas encore en âge d'être scolarisé, Maxence, parce qu'il aura 3 ans en janvier, donc il est de 2019, il sera en âge d'être scolarisé à la rentrée. Et vachement acteur dans son apprentissage, il est super moteur en fait. Et Camille a été dans un truc où elle attendait, en fait, qu'on lui propose de faire des Ouais. choses, que tu vois, elle avait tout à disposition, mais elle savait pas. Elle savait pas ce qu'elle avait envie de faire. Et puis, et j'ai vu vraiment le switch cette année où en fait, elle créait beaucoup jusque-là. Elle faisait beaucoup de peinture, de dessin. Et là, t'as envie de le faire, oui, vas-y. Et en fait, non, j'ose pas passer le pas. J'ai peur de rater. J'ai peur de pas y arriver. En fait, qu'elle s'était jamais posé la question, tu vois, jusque-là. Donc là, le gros du travail, c'est vraiment de reconstruire un peu voilà, l'étincelle, en fait, tu vois, de rallumer le feu, d'un peu voilà, de faire en sorte qu'elle soit actrice, qu'elle ait envie, que, tu vois, de trouver des trucs qui fassent que
elles redeviennent en fait joie de vivre, confiance, etc. Et là, la dernière fois, justement, c'est bête parce que c'est des petites victoires, ça peut paraître très bête, mais là, la dernière fois, on met la musique africaine, et là, elle a commencé à danser. Mais ça faisait des mois en fait qu'elle n'avait pas osé, Ouais. parce que c'est pas une enfant qui est hyper à l'aise avec son corps, tu vois. Mais le fait de la voir danser, je me suis dit, ah, ça c'est une réussite, tu vois. Parce que voilà, je passe le pas de faire quelque chose que je maîtrise pas forcément et que je tente quand même. Et je sens bien, tu vois. Je me sens assez à l'aise en fait pour me lancer. Voilà, la voir repeindre par exemple, pareil, c'est une autre, sans qu'on se pose la question. Sans se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on va penser de mon dessin ou de ma peinture? Parce qu'on s'en fout, enfin nous on s'en fout. Et donc voilà, donc on reconstruit un petit peu, on essaye de repartir sur des choses qui lui font du bien, quoi. La musique, la peinture. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même beaucoup. J'ai entendu beaucoup de récits de parents qui avaient déscolarisé, même très tôt. Et j'ai noté deux choses. Il y a ce que tu évoques qui est très clair, quoi. Ce côté un petit peu j'attends, pour reprendre l'expression d'André Stern, j'attends qu'on me remplisse en fait. J'attends qu'on vienne me remplir l'esprit et peu importe ce que moi je veux, j'attends qu'on est là. Je suis comme tu disais, j'attends la béquille et l'adulte me mettra bien ce qu'il veut dedans. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça derrière. Une fois qu'on a brisé ce mécanisme d'enthousiasme et de jeu, c'est pas si simple à remettre en place. Mais ça peut revenir très vite aussi quand même, selon les enfants, selon les sujets, selon les environnements. Et l'autre point, et c'est pour le coup c'est le sens de ma question qui arrive, l'autre point que j'ai beaucoup noté, c'est aussi une certaine difficulté à refaire confiance aux autres, c'est-à-dire à aller vers les autres, y compris ses pairs, tu vois, de son âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi? Pas trop. Pas trop. Après, elle est en contact avec pas mal d'enfants parce qu'elle fait pas mal d'activités extrascolaires, entre guillemets, tu vois, de sport, euh, de musique, etc. Et elle a toujours eu, en fait, et c'est ça aussi qui m'a un peu fait mal, en fait, elle a toujours eu cette confiance dans l'autre. Et par exemple, à l'école, où quand même les enfants étaient très violents avec elle, elle avait toujours ce truc de dire c'est pas de leur faute. Ils savent pas qu'il faut pas être méchant. Qu'ils savent pas que les mains c'est fait Ah pour ouais. caresser. Ça a été vraiment, et ça m'a à la fois d'un côté c'est très positif parce qu'elle voit, enfin elle voit pas la méchanceté. Enfin, elle voit pas que voilà c'était des gestes qui étaient impardonnables. Mais d'un autre côté, en fait, elle a eu cette naïveté, enfin, elle l'a toujours, où elle va quand même vers les autres. Voilà, ça l'a pas, ça l'empêche pas d'aller vers les autres. Après, elle a aussi des très bonnes copines, du coup, qu'elle s'est faite. Elle a gardé des liens avec les copines, du coup, voilà. Donc, je pense en tout cas, pour l'instant, elle a pas de mal à aller vers les autres. Malgré le fait qu'elle a pris elle a pris quand même des nions. Mais peut-être aussi le fait d'avoir eu aussi des expériences très positives et des très bonnes copines a fait la balance en fait, un petit peu de se dire voilà, il y a quand même des gens qui sont super chouettes quoi. Donc voilà. Mais c'est pour l'instant le contact social, enfin en tout cas, pose pas trop, ça l'a pas trop emprunté et heureusement parce que c'est vrai que C'est dur, hein. C'est pour le coup quand ces deux niveaux sont impactés, et ça arrive malheureusement assez souvent, pour le coup c'est dur. Parce qu'en plus le parent pour le coup peut se sentir un peu démuni parce que c'est complexe, tu vois, quand ton enfant il a plus trop confiance pour jouer tout seul et puis qu'on peut pas compter sur l'entraînement d'autres enfants, tu vois, pour mais relancer la machine, ça peut être compliqué. la confiance, tu vois, ça a été un vrai sujet. Et justement, parce que c'est plus moi qui ai poussé pour l'instruction en famille et c'est plus moi Mhm. qui étais actrice de dire stop que mon mari. Et je lui ai dit, en fait, il faut qu'elle continue à nous faire confiance. Là, elle est en train de nous raconter qu'elle se fait harceler, enfin, physiquement et psychologiquement. Et en fait, nous, on ferait rien. Et qu'elle est violentée, quoi. Et c'est ça. Et que je dis, te rends compte que, en fait, on va briser la confiance qu'elle a en nous aussi. Non, mais Parce qu'on est complètement. là, en fait, à regarder ça, à savoir ce qui se passe. Parce que, alors, parfois, tu sais pas. Donc, bon, quand tu sais pas,
voilà, j'ai envie de dire, quand tu sais pas, tu peux pas savoir, quoi. Voilà, tu peux Non, mais rien, c'est enfin, sûr. tu peux pas bouger. Mais Faut là, faut lui, pas on non plus sait. culpabiliser. Non, mais excuse-moi, euh, j'ouvre la parenthèse, faut pas non plus culpabiliser les parents. Des fois, on sait pas ce qui se passe à l'école et puis l'enfant n'en parle pas et voilà, donc c'est c'est ça, pas non, non, mais forcément évident. c'est Mais des fois, on bien sûr. sait. Parfois, on Mais des fois, sait, on et sait. effectivement, et parfois, on sait, et on peut pas prendre de décision aussi. Nous, on a eu cette chance, entre guillemets, de pouvoir prendre la décision rapidement, Mmh. parce qu'on est tous les deux indépendants, parce que voilà, on a eu cette chance-là aussi de savoir, d'une part, parce qu'elle a parlé, et que d'une part, parce qu'elle verbalise très bien, et ce qui est pas forcément évident non plus à 4 ans, d'avoir eu des témoins adultes aussi. Voilà, il y a plein de choses, de circonstances qui ont été mises en place, mais c'est ce que je disais à mon mari, effectivement, on a tout qui sont mis en place pour le fait qu'on puisse agir, ce qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, et c'est important de le dire, mais nous, on avait tout, en fait. On pouvait aussi s'adapter, et ses frères restaient à la maison, tu vois. Ouais. Donc, on avait déjà les moyens, si tu veux, en termes techniques, qui faisaient qu'on pouvait la garder aussi à la maison. Écoute, t'anticipes parfaitement ma question suivante. C'est presque. Alors, je précise que France n'a eu aucune liste de questions. Moi, j'ai une trame classique que j'utilise pour ce sujet-là, et en fait, elle arrive à suivre quand même ma J'ai fait trame sans le ta savoir. transition. Et justement, ma question, c'était, mais comment vous organisez et comment vous avez vécu matériellement cette organisation qui est parfois vraiment pas évidente quand même. Alors nous, la plus grosse difficulté, c'est de concilier des âges différents. Parce que même s'ils sont Mmh. rapprochés, on a les 2 grands, entre guillemets, qui ont d'une part des besoins assez proches, et d'autre part des centres d'intérêt assez proches. Donc c'est assez facile, parce que voilà, le deuxième, il prend le train de sa sœur, la route de sa sœur, si tu veux, et même si tu adaptes les activités finalement à son niveau à lui, ça se fait. Et le dernier, donc, qui a 18 mois, et là, c'est là où ça se complique. Parce que lui, pour le coup, alors déjà, bon, c'est un âge qui est très différent, hein, et puis alors lui, c'est pas du tout le même caractère, pas du tout la même. Voilà, c'est vraiment le petit garçon physique, moteur, le clown de la fratrie, mais effectivement, qu'on va pas asseoir pendant une demi-heure pour faire quelque chose. Donc nous, Ouais. c'est ça la principale difficulté, parce que le reste, en termes on en reviendra en termes de matériel, on va dire, et d'organisation. Mais nous, ça a été ça enfin d'ailleurs, c'est toujours ça le plus difficile, parce que j'en parle au passé, mais c'est pas du tout passé, c'est complètement actuel. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que moi déjà, je leur laisse beaucoup d'autonomie. Je fais des ateliers, j'anticipe des ateliers à l'avance, que je leur laisse à dispo, avec donc une fois par semaine, je leur présente les ateliers, tu vois. Voilà ce qu'on peut faire, voilà voilà, entre guillemets, ce qui est entre guillemets attendu. Parfois, ils font ce qui est attendu et parfois pas du tout, mais peu importe. Mais voilà, je leur présente les ateliers, et je leur laisse beaucoup d'autonomie aux 2 grands. Je prends mon truc, je fais, je laisse, je choisis, justement, on y revenait, hein, je choisis mon activité, je suis acteur de mon choix, je fais mon truc, je range, etc. Donc ils ont beaucoup d'autonomie, pour que moi, du coup, je sois aussi disponible pour Antoine, hein. Voilà, après, Camille et ses frères font la sieste, donc c'est le moment où, quand elle a besoin de plus d'accompagnement, Mmh. je suis là pendant la sieste de ses frères. Du coup, c'est vraiment le moment, entre guillemets, en tête à tête. Après, j'essaye qu'ils aient tous, chacun, un moment avec moi dans la journée. Donc là aussi, c'est parfois un peu un casse-tête, parce que donc Camille, elle a son moment, voilà, comme ses frères font la sieste, elle a forcément 2 heures où on est à peu près tranquille. Donc elle, c'est le moment où c'est facile, parce que finalement, voilà, c'est acté que les plus jeunes font la sieste. Après, celui qui est plus compliqué finalement, c'est notre deuxième. Donc il est à la place du milieu, qui est souvent compliqué. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit que c'est une place qui est difficile, parce qu'effectivement, il est un peu entre 2 âges, entre 2. Voilà, parce que le dernier, de fait, il est beaucoup avec moi aussi. Voilà, c'est le plus jeune, et du coup, de fait, voilà, il est encore allaité. Il a du temps avec moi. C'est moi qui le couche aussi très souvent le soir, donc on lit l'histoire, etc. Le deuxième, il est un petit peu entre 2 flots, et c'est lui qui est plus difficile. Tu sais, on s'est rendu compte, en fait, qu'on le mettait toujours dans un groupe, soit les grands, soit les garçons, et D'accord. que parfois on se scindait les groupes,
avec mon mari, donc quand on est 2 à gérer, bah, en fait, on se scindait de toujours de où en fait, lui, il était jamais tout seul. Donc Eh on ouais. s'est, déjà on s'est posé la question parce que c'est pas forcément toujours évident, mais de se dire: «OK, est-ce que tu as besoin d'être tout seul?» et il nous le fait remarquer, hein. On a la chance aussi qu'il verbalise très bien et il va nous dire par exemple: «Bah, sans Camille ou sans Antoine», voilà, il va le dire. Et puis il va avoir un comportement entre guillemets «inapproprié», heu, pour nous montrer: «Voilà, je suis là, quoi». Donc là, c'est les moments où effectivement je le verbalise aussi avec, Camille et même Antoine, hein, qui est plus jeune, en disant: «Voilà, maintenant vous vous occupez tous les 2. Moi Maxence, il a besoin d'un petit moment avec moi». Et ça, c'est quelque chose qu'on a acté vraiment et qui est, super important qu'ils aient chacun ce moment. Alors après, encore une fois, hein, tous les enfants n'ont pas besoin de ce moment-là, mais eux, ils ont leur petit rituel et ils l'ont bien compris, en fait. Et c'est vrai, on parlait de relais tout à l'heure, mais moi, quand je suis toute seule avec les 3, j'explique à Camille: «Bah, voilà, il faut que tu restes un petit peu avec Antoine pour que je passe du temps avec Maxence. Il en a besoin. Il a besoin de ce temps tête à tête et puis ensuite, je passerai du temps avec toi. Mais là, pour l'instant, voilà, on en est là». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui voilà, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Ils arrivent à comprendre ce besoin de l'autre parce que je pense qu'ils Mmh. ont le même, finalement. Camille, elle arrive à comprendre qu'il ait besoin de temps parce qu'elle a besoin de temps et que je lui accorde ce temps. Donc voilà, mais c'est un casse-tête logistique aussi, par moment, et on a la chance qu'ils jouent bien ensemble quand même. Donc je peux les Je t'avoue laisser, je t'avoue que là, quand tu m'en parles, je me dis: «Attends, OK, d'accord, tous les jours, un temps solo, d'accord, ça et elle travaille et elle fait du sport et donc je me permets, je m'autorise à penser qu'il y a aussi une grosse implication du couple quand même, enfin ouais. des 2 parents, quoi. Alors en termes de on va dire de logistique pure et dure, oui, oui, on s'est investis tous les 2. Moi après, je suis à la maison, on va dire, je garde les enfants 4 journées sur les 5 de la semaine. Après moi, je travaille beaucoup le soir. Mmh mh. Donc je passe le relais à mon mari, vers 18:00, 18:30, et moi j'enquille, avec ma soirée, hem, voilà. Après oui, mon mari il les garde, 1 jour par semaine tout seul. Après le week-end, on est tous les 2. Donc moi je peux travailler en journée ce jour-là. D'accord. Voilà, ouais, ouais, on a une grosse organisation. Après on a un relais, parfois familial aussi, les grands-parents, tu vois? Je te dis ça, demain les grands-parents viennent les garder, ça nous permet soit de travailler, soit de passer du temps à 2. Ça fait du bien, hein. Important aussi, ça a été très rare la première année de vie d'Antoine, ça a été, je sais même pas si c'est arrivé. Sa première année, ça n'a pas dû arriver. Là, ça commence à revenir, mais c'est voilà, ça a été difficile de confier les 3 en fait. En confier un, on y arrivait très bien. 2, ça allait. La 3, c'est compliqué. Ça a été compliqué, voilà, que nos proches osent garder les 3. Voilà, ça a été, assez difficile. Là, on arrive parfois à 2 heures, parfois on part sur le temps de sieste. Tu vois? On arrive à se dire: «OK, on part sur le temps de sieste, comme ça la personne qui garde ne garde que Camille», ce qui est quand même Ouais, plus facile. plus facile. Alors c'est que 2 heures, tu vois? C'est que 2 heures, mais ça permet aussi d'avoir un relais Mmh. et une soupape. Et moi, je sais que j'en ai besoin. Donc et on essaye d'être, comment dire? À l'écoute des besoins de l'autre, ce qui a pas toujours été le cas, tu vois? On en parlait tout à l'heure après la naissance de Camille, notre aînée, on était tous les 2 très, auto-centrés sur notre fatigue, sur notre, ce qui est normal aussi, hein, quand on est en souffrance, on est centré sur soi et on a tendance à se replier, et ça, à se mettre dans un Tout à fait. coquille et à mordre un peu, tu vois? En plus de ça, moi, je sais que je suis comme ça. Quand je suis en souffrance, non seulement je me replie sur moi, puis en plus, celui qui veut m'approcher, je mords, quoi. Enfin, pas physiquement, hein, je rassure tout le monde, mais voilà, je suis pas quelqu'un, voilà, quand ça va pas bien, j'étais pas vraiment dans le dialogue. Là, nos enfants, ils nous ont appris à être dans le dialogue, tu vois? À être attentifs à leurs besoins à eux, à nos enfants, mais à nos besoins à nous, quoi. Oui, en termes de oui, nos besoins de personne déjà, Mmh mh. d'humain, d'être humain tout seul et puis de couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose, parce qu'après la naissance de notre aîné, je te dis, ça a été très compliqué, voilà, moi, burn-out maternel, dépression du postpartum et puis Ouais. après, dépression en couple aussi, ça a été très compliqué. Et donc là, ça a été les warnings, tu sais? En fait, ils m'ont appris à connaître mes limites et à ne pas les dépasser. À savoir dire: «OK, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'une soupape, là, j'ai besoin,
Voilà, à le dire en couple aussi, hein, parce que c'est pas facile de dire: «Bah, là, j'y arrive plus». Mmh. Enfin, moi, au début, j'arrivais pas à dire: j'y arrive plus» parce que, je sais pas, je pense que j'avais honte. Si, je sais, en fait, quand, je me souviens encore de cette réflexion que je m'étais faite quand j'ai accouché, enfin, dans les premières semaines, quoi. J'ai dit: «Mais en fait, tu as voulu ton enfant, bah, tu te débrouilles, quoi. Enfin, je veux dire, personne l'a voulu pour toi, maintenant, voilà, c'est à toi de te Ouais. débrouiller tout seul». Et ça, je trouve que c'est hyper, ancré un peu. Enfin, en fait, que nos proches, alors après, on a la chance d'avoir des proches, je trouve, très bienveillants, mais ils m'auraient jamais jeté la pierre, tu vois? De me dire: «Bah, tu as besoin d'aide», au contraire. Et si j'avais dit que j'allais pas bien, ils auraient accouru, quoi. Mais c'était moi avec moi où j'arrivais pas à dire, «OK, je m'en sors pas», alors après par fierté, par pression, je sais pas. Mais c'était Puis moi par avec image un moi-même. peu, par image un peu, cette image un peu d'Épinal de la mère qui est sacrificielle, qui assume tout, qui prend tout sur elle et puis qui a voulu cet enfant aussi, parce que c'est Ouais, quand c'est même, ça, c'était voilà vraiment donc ça. Me dire: «Bah, ouais, tu l'as voulu, tu assumes, quoi». mmh. Tu vois? Même si tu en chies, c'est C'est ton ça, c'est choix, que c'est ça, ton choix te tu croix, quoi. En fait, que mmh. bon, et là, j'ai vraiment, maintenant, ouais, j'essaye de faire vraiment attention à moi en premier. Ça peut paraître hyper égocentrique, mais même avant le couple, de faire attention à moi. Parce que je sais que si je fais pas attention à moi, je suis pas là pour ni pour mon mari, ni pour les autres, en fait, ni pour mes enfants. Moi, j'arrive pas, je peux pas. Si moi je vais pas bien, j'arrive pas à être là pour les autres et même dans mon métier, je peux pas être là pour les autres si moi je suis, vide de toute énergie, de toute patience, de toute bienveillance. Donc j'essaie de me remplir, tu sais, c'est l'image de la carafe un peu, hein. Tu peux pas donner de l'eau à tes enfants si, la carafe elle est vide. Bah, c'est ça, quoi. J'essaie de remplir ma carafe, de faire des choses qui me font du bien à moi, pour pouvoir ensuite prendre soin des autres, tu vois? Bah, tu Et sais, sur les, que ce soit dans les accompagnements personnels, que moi j'ai en tant que thérapeute et ou même dans des j'ai un atelier sur le sujet, sur la gestion de l'énergie, tout ça, j'ai souvent cette phrase de dire aux gens que, avoir de l'énergie pour les gens qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur offrir pour moi. C'est le plus beau cadeau. Sauf qu'à un moment, cette énergie, beh, faut bien la remplir mmh, et c'est pour ça que quand on parle d'égocentrisme, de machin, non, en fait, c'est juste, quand on sait comment ça fonctionne, c'est juste une question de, bah, de presque de logique, tu vois? Et ça, je trouve que c'est quelque chose, en parentalité, je me demande des fois si on n'est pas obligé de passer par ce statut, de j'ai trop donné, tu vois? Pour comprendre que fallait pas autant donner et revenir un peu, en arrière et se recalibrer, quoi. J'ai rencontré que très peu de parents qui ont réussi à tout de suite doser, quoi. ouais, je pense, mais je pense que c'est valable pas que pour la parentalité. Enfin, tu vois, souvent, tu as besoin Mmh, d'être un peu dans complètement. l'extrême pour trouver ta le juste milieu, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie, tu vois? Que ça soit pour la nourriture, que ça soit pour pas mal de sujets, pour le boulot aussi. Parce que j'ai dû passer par un burn-out, enfin, au boulot pour me dire: «Non, mais attends, tu rigoles, tu vas pas continuer comme ça, en fait». Et ouais. Tu vois? En fait, que je savais. Au fond de moi, je savais. Ma petite voix, elle me disait, mais j'écoutais pas. Et ça faisait des années que je me disais: «Mais non, c'est pas ça que tu veux faire». Mais en fait, je me disais: «Allez, non, continue, c'est bien, ça se fait bien dans la société, c'est bien pour toi, c'est bien pour faire plaisir à un tel ou un tel, vas-y, continue», tu sais? Puis ce truc genre, no pain, no gain, quoi, tu vois? Vas-y, continue, va à fond, défonce tout. Enfin non, enfin voilà, c'est un peu caricatural, mais c'était ça, quoi. Vas-y, continue. De toute façon, si tu veux avoir un bon métier, tu sais, un bon métier, Et c'est ça, un bon voilà. statut, un bon machin, bah non, il faut que tu en chies, quoi. Et Et ouais. ça, c'est un truc que j'ai déconstruit complètement, quoi, tu vois? Pour moi, tout était laborieux. Tout devait être laborieux pour valoir la peine, en fait. Et hem et en fait, non. Enfin, je veux dire, alors ça peut être, tu vois, aujourd'hui, on travaille, on est tous les 2 indépendants et on travaille tous les 2 et on travaille tous les 2 beaucoup, mais j'ai pas cette sensation de, bah, justement no pain, no gain, quoi. Tu sais, d'en chier Mmh. pour arriver à mon objectif. J'ai l'impression de faire quelque chose qui est juste pour moi et du coup d'avancer et que, alors je sais pas si j'ai vraiment un objectif, mais en tout cas que ça se enfin, tu vois, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Et pour les enfants, finalement, c'est pareil. Enfin, pas dans un truc où c'est laborieux, quoi. Et c'est eux qui m'ont appris ça aussi en me disant: «Bah, en fait, si ton apprentissage, il est juste pour toi à un moment donné, ça va être fluide. Si par contre c'est pas le bon moment ou pas le voilà, où ça les planètes sont pas alignées, tu vois? C'est pas le bon moment, pas la bonne compétence, machin. Là par contre c'est verrouillé et tu peux tout faire, enfin voilà, tourner le truc dans tous les sens, ça passera pas, quoi. Voilà. Et Non, mais c'est,
c'est tout le sujet, d'être aligné, mais ça demande aussi un travail sur soi, hein, ça demande de bien se Mmh. connaître, clairement, ça demande de déconstruire beaucoup de choses en Ouais. termes de messages, en termes d'enfant intérieur, en termes de beaucoup de choses, en termes de système aussi, enfin voilà, ça demande vraiment de déconstruire énormément de choses, Mmh. hem, mais en même temps, derrière ça marche. Ce que le propos que tu tiens, ça me rappelle vraiment beaucoup un passage dans notre épisode avec André Stern, épisode 13 pour celles et ceux qui voudraient l'écouter, où justement André explique, que c'est marrant, on avait un truc qui marchait bien qui est le jeu et l'enthousiasme et puis on l'a remplacé par, la peine et l'effort. C'est assez cocasse et je pense qu'on confond beaucoup le fait de fournir de l'énergie et de fournir un effort, tu vois? Mmh. Ce sont vraiment 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut, et surtout en plus le coût en énergie est beaucoup plus important quand on fait quelque chose qui demande de l'effort, qui nous demande de l'effort. Donc c'est ça qui alors qu'on peut faire énormément de choses qui nous enthousiasment, avec finalement une dépense d'énergie globale qui va être, assez faible. Mais je pense Mmh. que tu l'as bien saisi avec l'organisation que tu as. Je m'autorise à penser que si tu étais pas dans cette dynamique-là, juste en fait ça passe pas, quoi. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, voilà, je pense que si on n'était pas, portés par l'enthousiasme, on pourrait pas, tu vois? Ouais. Et que ça soit et que porté aussi, bah, par l'enthousiasme pour nos boulots et puis, hem, par l'amour aussi, tu vois? Et puis par la famille, en fait. Tu vois? C'est con, mais on est une tribu, en fait, un peu un clan et on Mmh. se porte un peu les uns les autres, tu vois? Et moi, je sais qu'il y a des soirs où, je pourrais, dire: «Oh non, j'ai pas envie de partir» et en fait, bah, je suis enthousiaste, j'ai envie d'y aller. Je suis rassurée de les laisser à leur papa aussi parce que je sais que ça va bien se passer, tu vois? Je sais Mmh. que on a aussi ce truc de se dire: «Voilà, on se fait confiance» et oui, de clan un peu, quoi, tu vois? De te passer le relais, de se dire: «OK, on se soutient aussi» parce qu'il y a des moments où c'est pas évident, tu vois? D'aller bosser le soir, la nuit, enfin, c'est pas forcément, toujours facile de se dire: «OK, bah, là, on va enchaîner» mais mais c'est une force aussi de, voilà, de se sentir soutenu, et de fonctionner vraiment, c'est ça, en clan, quoi. Heu et puis pour revenir sur ce que tu disais, ouais, se connaître soi, enfin franchement, moi je fais partie des personnes qui pensent qu'une psychothérapie, tu sais, au moins une psychothérapie dans une vie ou un accompagnement dans une vie, c'est juste, enfin indispensable. Je sais pas si c'est indispensable, mais franchement, c'est un cadeau à se faire, quoi. C'est vraiment un cadeau à se faire et pour la petite histoire, moi quand j'ai arrêté mon travail, salarié, parce que alors pour revenir juste remettre dans le contexte, j'étais diplômée dans la finance à la base, tu vois? J'ai bossé 6 mois, et ça s'est mal terminé et en fait, j'étais repartie dans mon schéma où je me disais: «Allez, je vais rechercher du boulot, quoi» et c'est mon mari qui m'a dit: «Allô, non, en fait, non, non, ça va pas, en fait, tu veux pas rechercher du Eh oui, travail parce que en fait, que tu aimes ce que tu fais? Non, je déteste ça. OK, et tu es en bah, train de me ouais. dire que tu vas continuer à bosser là-dedans?» Et là, je me suis dit: «Ouais, en fait, peut-être que non» et mais en fait, je fais quoi? Et en fait, tu vois, il fallait que je déconstruise, 7 ans d'études après le bac, tu sais? Mais Eh attends, ouais. mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien? Au début, c'était ça, tu vois? Et bah, en fait, c'est pas pour rien parce que, tu vois, ça m'a construite et ça m'a aussi dit ce que je voulais plus faire et Mmh. c'est à ce moment-là où, je me suis dit: «OK, je vais faire un accompagnement sur moi», tu vois? Je vais réfléchir à ce que je veux faire, ce que je veux plus faire, ça, je le savais. C'était beaucoup plus clair ce que je voulais plus faire et puis surtout, bah, voilà, de me dire: «OK, maintenant il va falloir faire la paix avec plein de trucs, quoi». Tu vois, il y a des trucs que tu as pas Ouais. digérés, il y a voilà et ça a été, heu, franchement, ça a été un sacrifice parce qu'à l'époque, ben, moi, du coup, je bossais plus. Mon mari était étudiant, donc il gagnait des cacahuètes. On était tous les 2 plus chez nos parents, tu vois? Donc voilà, on vivait ensemble, mais il fallait l'assumer financièrement aussi. Heu et ça a été, un sacrifice, bah, en temps, enfin un sacrifice, ouais, si, un sacrifice financier en tout cas et puis en temps de se dire: «OK, maintenant il faut travailler sur soi». Enfin, en tout cas, moi, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire et puis ça m'a ouvert plein de portes, bon, déjà professionnellement, mais aussi au niveau de l'apaisement. Enfin, aujourd'hui, les relations qu'on a en famille, c'est grâce à ça. Bah, oui. Parce que moi, je me sens, voilà, je me sens apaisée, et faire la paix avec son histoire aussi, avec, il y a des histoires qui sont plus faciles que d'autres, quoi. Voilà, bon, en tout cas, il y a des personnes qui ont plus ou moins de valises, c'est clair.
Mais je pense que voilà, on peut faire la paix avec tout ça aussi et pour aller de l'avant, quoi. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, ok, là, tu as beaucoup, beaucoup de valises. Euh, mais il y a un moment, tu vas pas rester bloqué là, quoi. Tu es là, tu es vivante. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux continuer à t'enliser, mais et ça a été vraiment un vrai cadeau, ouais, cette thérapie. Enfin, ces thérapies, parce qu'il y en a eu plusieurs. Après, il y en a qui te font avancer plus que d'autres. Et puis, voilà, il y a Ouais. des personnes qui vont te faire plus avancer que d'autres. Et puis, parfois aussi des moments où tu n'auras pas l'impression d'avancer beaucoup. Et puis, ça va se débloquer. Tu sais, tu as des espèces de paliers où, en fait, tu as l'impression de stagner pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, en fait, à un moment, tu as une espèce de révélation qui n'est pas une révélation. En vrai, ça tombe pas du ciel comme ça d'un coup. Mais c'est juste parce que tu as bossé un petit peu derrière et que d'un coup, tout s'éclaire. Tu vois, il y a un truc qui se délie et tu dis, OK. Mais voilà, il n'y a pas forcément, c'est pareil, on rencontre pas forcément toujours la bonne personne, la première personne. Voilà, ça n'a pas forcément matché. Ça, je pense que c'est important de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais j'ai peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Bah c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois. Et voilà, il y a des fois tu vas pas être à l'aise, il y a des fois, bon, voilà, c'est comme ça, mais Puis il y a des approches euh, qui correspondent pas non plus, quoi. Je veux dire, mm, moi, si tu veux, dans mon approche, j'utilise beaucoup la programmation non linguistique, et d'autres, en fait, et je compose, et j'ai déjà rencontré des clients qui étaient plutôt adaptés pour l'hypnothérapie, tu vois, par exemple, mm. ou la sophrologie aussi. Et en fait, bah, déjà aussi, le professionnel peut renvoyer aussi, peut recommander ailleurs, quoi. C'est drôle que tu parles d'hypnothérapie, puisque justement, moi, j'ai fait appel à l'hypnose. Et en fait, la première séance que j'ai faite, Catastrophe. j'ai catastrophe. J'ai pas du tout adhéré, machin. Et puis, alors, j'ose pas le dire, tu sais, forcément. Je dois pas dire au mec, bah écoutez, non, ça a été une catastrophe. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas osé. J'aurais dû en plus. Et j'en parle avec ma maman, du coup, adoptive, qui elle est hypnothérapeute et qui me dit mais France, il faut le dire, tu sais, on a plein d'approches différentes et parfois, alors moi sur le coup, j'arrivais pas du tout à visualiser, donc ça m'angoissait complètement de pas arriver à visualiser. Et en fait, du coup, j'ai retesté, et puis j'explique à l'autre personne, parce que j'ai pas osé aller voir le même thérapeute, que du coup, ça s'était mal passé la première fois pour telle et telle raison, que ça m'avait bloqué de pas arriver à visualiser. Et elle me dit, mais oui, mais en fait, ok, on va faire avec des mots, voilà. Et effectivement, en sophrologie, c'est pareil. Il y a des personnes, voilà, on adapte aussi notre approche, mais c'est pour ça que c'est important de dire, effectivement, voilà, là, j'ai pas accroché, là, j'ai décroché, là, voilà, important de le dire, ouais, de dire effectivement, parce que bon, d'une part, d'une thérapie, enfin, d'un thérapeute à l'autre, ça peut changer, et puis voilà, on a quand même plusieurs cordes à notre arc, quoi. Moi, ce que j'entends, si tu veux, quand tu racontes toute cette histoire, c'est que tu as osé prendre soin de toi et ça te permet d'oser prendre soin des tiens, à commencer par ta fille, que tu as osé mettre en instruction en famille. Et ça, je pense que je m'autorise à penser que ce chemin t'a conduit aussi à avoir la possibilité, mentale de prendre cette décision. Et pour revenir un peu sur le sujet, avant de terminer, je voudrais te demander comment tu organises l'apprentissage pour le coup? Est-ce que vous avez déjà vécu un contrôle? Et comment ça se passe? Alors non, on n'a pas été, du coup, contrôlés, encore. Hem, alors après, je t'avoue que par rapport à Camille, je suis pas inquiète sur le Mmh. niveau, on va dire des attendus. Voilà, ça me permet de m'enlever un stress aussi. Enfin, tu vois, j'ai pas ce stress du niveau scolaire Ouais, pur. bien sûr. Donc je suis vraiment sur, ce qu'on disait tout à l'heure, être le plus, dans l'accompagnement du coup pour elle, tu sais, de lui faire des choses, de lui proposer des choses qui lui font plaisir et qui lui font du bien, donc que ça soit au niveau des thèmes, des activités. Nous, ce qu'on fait beaucoup et ce que Camille aime beaucoup, c'est fonctionner sous forme de projet. En fait, par exemple, bah, un exemple qui peut paraître bête, mais un gâteau, faire un gâteau, là, c'est son dernier projet, c'est ça, c'est l'anniversaire de sa grand-mère, là, donc elle a fait un gâteau, mais ça peut paraître super bête de dire ok c'est un gâteau quoi, c'est pas un projet de fou. Bon déjà elle a 4 ans et demi donc forcément tu sais, c'est pas, on parle pas de construire la tour Eiffel quoi, mais en fait t'as plein d'étapes et c'est super important, c'est à dire que par exemple déjà je cherche ma recette, je choisis ma recette,
Mhm. Je choisis les ingrédients, je lis ce qu'il faut. Alors, Camille, elle est lectrice depuis un moment, donc je lis les ingrédients, je pèse, déjà je prends les ingrédients qu'il faut, je pèse, je fais les étapes. Tu vois, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est, tu vois, qui permet de structurer en fait et qui amène à un projet abouti. Ok, j'ai un gâteau quoi. Et donc ça peut être ça. Après, ça peut être d'autres choses. Par exemple, c'est elle qui choisit ses projets en fonction de ce qui est juste pour elle, justement. Et ça a été compliqué au début. De dire, ok, je vais faire quoi? Tu sais. Et, euh, et en fait, ça peut être, là, on a un potager. Donc, préparer le potager pour l'hiver. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais faire mes recherches pour savoir, bah, ok, l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire dans le potager? Mhm. Donc, voilà. Euh, les oiseaux. Comment je voudrais prendre soin des oiseaux cet hiver? Ok, comment on fait? Donc là, par exemple, à ce projet-là, je dis, OK, bon, bah, trouve tes solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les oiseaux? Donc, je lui ai mis à dispo, tu vois, mon job, entre guillemets, c'est que je lui mets beaucoup de choses à dispo, tu vois, des encyclopédies. Parfois, je fais des pré-recherches, tu vois, genre, pour, euh, voilà, pour qu'elle n'ait plus qu'à trouver l'info dans un truc qui est un petit peu moins long que 650 pages. Donc voilà, je fais des pré-recherches, mais ok, là, tu essayes de trouver l'info, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, Mhm. donc qu'est-ce qu'on va acheter? De quoi on a besoin? Est-ce qu'il faut qu'on aille acheter ou est-ce qu'on a déjà? Comment on peut, tu vois, fabriquer effectivement une mangeoire? Ok, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'on peut faire avec de la récup? Enfin, voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est de lui mettre à dispo des choses et qu'elle aille chercher l'info aussi. Pas de pré-mâcher tout le temps. Parce que voilà, je trouve que c'est super important bah, voilà, on disait d'enthousiasme, donc un projet qui lui parle. Après, si ça me parle pas à moi, franchement, je me fous. Tu vois, c'est pas un truc où je me dis, ce qui est important, c'est que ça lui parle à elle, quoi. Moi, je fais un effort, tu vois. Si vraiment ça me parle pas du tout, bon bah, c'est pas grave. Et après, bah ouais, de lui mettre à dispo des choses qui lui permettent de faire son petit schmilblick et de revenir vraiment en me disant, ok, bon, on va faire ça, il me faut ça. Et voilà, j'ai besoin d'aide pour telle chose. Et voilà, et ça, c'est super chouette, quoi. C'est vraiment quelque chose que je trouve super important parce que voilà, j'ai toutes mes étapes pour arriver à mon résultat et ça structure vraiment beaucoup. Après, nous, tout ce qui est formel, etc., on en fait peu, tu vois, très peu. Mhm. Euh, Après, la lecture, on en fait tous les jours parce qu'elle lit tous les jours. Les calculs, ça se fait. Bon, parler de cuisine, hein, tu sais, voilà, 200 grammes. Bah, tu pèses 200 grammes en fait. Hein. Donc, est-ce que quand tu es à 180, est-ce que tu as moins de 200 grammes? Est-ce qu'il faut que tu rajoutes ou est-ce que tu en as trop? Ça peut paraître super bête, mais voilà, ça se passe comme ça. Il faut prendre 3 œufs, même avec Maxence. Hein. Ok, tu sors, il faut 4 œufs, sors-moi 4 œufs. Est-ce que tu en as bien 4? Ok, on vérifie. Et ça se fait vraiment dans le quotidien, quoi. Donc, Mhm. Non, mais donc je voilà. suis, euh, je suis très proche de cette façon de faire, donc je comprends complètement. Et c'est vrai que, tu vois, tu parlais de projets qui peut paraître ridicule, mais moi je trouve ça génial, au contraire, justement, de s'enthousiasmer pour un gâteau. Je trouve ça, c'est la force de l'enfance aussi, tu vois. Je trouve ça extrêmement beau. Je voudrais te demander pour finir un peu cette discussion. Donc, Maxence va aller à l'école l'année prochaine, normalement. Enfin, vous y pensez, de ce que tu Ouais, nous as on dit. a émis l'idée. Et, Ouais. et pour le coup, pour ta fille, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que vous souhaitez continuer l'instruction en famille? Est-ce que vous souhaitez potentiellement lui reproposer l'école? Comment ça se passe? Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer l'école aux deux. Mhm. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a déscolarisé Camille, c'est que Maxence, si tu veux, c'était du coup, je veux plus du tout aller à l'école. Quand il voyait comment ça Ouais. se passait pour sa sœur, c'était mais jamais de la vie j'irai à l'école. Donc c'est aussi une des raisons, c'est dit si on veut qu'ils retournent à l'école un jour, enfin nous on veut rien en fait, mais si on veut leur donner une chance d'avoir le choix, il faut Ouais. pas les dégoûter en fait, Mhm. ni l'un ni l'autre. Donc c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on a dit stop. Donc là, on leur proposera, en tout cas pour Maxence, euh, et on reproposera à Camille. S'ils font le choix d'aller à l'école, enfin Camille, elle le fera vraiment de façon éclairée parce qu'elle a connu les deux situations. Donc c'est vrai que ça sera un choix qui sera plus éclairé, même si elle aura que 5 ans et que bon. Euh, voilà. Euh, Maxence, je pense qu'il peut pas trop le faire de façon éclairée. Mhm. Après, si on a Camille en instruction en famille, je pense qu'on gardera Maxence en instruction en famille aussi
parce que tout simplement, enfin c'est ça peut paraître débile, mais ça t'offre une liberté de rythme qui est incroyable. Et du coup, Maxence, je sais par exemple, tu vois, que c'est un gros dormeur. Donc le matin, il faudrait qu'il soit prêt à 8 heures pour partir de la maison. À l'instant T, c'est hyper compliqué. Et puis avoir un enfant qui est libre de rythme et l'autre qui est soumis au rythme scolaire, je trouve ça très compliqué dans la logistique. En fait, parce que tu es quand même soumis à faire des allers-retours, parce que il faut qu'il y en ait un qui soit prêt à 8 heures et l'autre, en fait, c'est pas grave s'il est pas prêt à 8 heures, tu vois. Et je trouve qu'en termes de gestion familiale, c'est compliqué. Si tous les enfants doivent être prêts au même moment, ça se fait. Enfin, ça se fait plus ou moins facilement, mais voilà. Mais c'est vrai que je me vois pas dire à Lyon, ok, tu as le temps de prendre ton petit-déj tranquille, et puis à l'autre de dire, bon, bah là, maintenant, il va falloir se dépêcher, quoi. Ouais. Je pense qu'en termes de gestion familiale, ça va être compliqué, en termes de gestion dans la fratrie aussi. Donc très probablement que si on a Camille en instruction en famille, ce qui serait, je pense, qui est très probable. Voilà, après, c'est pas... Voilà, on va laisser le choix, mais en tout cas, on aura la fratrie, tu vois, en instruction en famille. Si on peut, si on a l'autorisation d'avoir, voilà. Est-ce que En tu as un mot instruction en à famille. dire sur, pour finir, tiens, est-ce que tu as un mot à dire sur cette loi, sur comment tu as vécu l'annonce de cette volonté présidentielle et ce qui en a suivi? Moi, ça a été difficile pour moi d'entendre ça, tu vois, parce que pour une question de choix, encore une fois, tu vois, de ne pas avoir le choix. En tout cas, qu'il soit très... parce qu'on peut toujours dire que tu vas avoir le choix, mais euh, que ce choix soit fortement conditionné, on va dire. Parce que c'est vrai que voilà, toutes les familles peuvent être soumises aujourd'hui à ce qu'on a vécu avec Camille, tu vois, par exemple. Bah oui. Je pense que voilà, tu peux ne pas te sentir concerné quand tes enfants ne sont pas d'instruction en famille et que tu n'as jamais envisagé de faire l'instruction en famille, ce que je conçois, mais alors tout à fait, tu vois. Parce que je comprends vraiment à 100% les parents qui me disent, bon, alors moi ça ne me dit pas du tout, et je le comprends tout à fait, parce que pour plein de raisons, mais c'est vrai que je pense que tu peux toujours être confronté à une situation où en fait ça sera une nécessité, tu vois. Et, Ouais. et en fait, c'est là où c'est compliqué de plus avoir le choix, ou en tout cas que ça soit un choix soumis à très fortes conditions. Voilà, donc encore une fois, on va voir les décrets, ce qui va être acté finalement. Mais, voilà, tous les enfants, pour moi, peuvent se retrouver malheureusement dans la situation dans laquelle s'est retrouvée Camille. Toutes les familles peuvent se retrouver, voilà, à un moment donné, on ne sait pas de quoi demain sera fait en fait. Et donc on est tous concernés, tu vois, donc, globalement pour une question quand il s'agit de liberté. Donc moi, ça a été compliqué de me dire, ok, on nous prive d'une liberté, encore d'une liberté, tu vois. Et c'est vrai que la liberté, c'est quelque chose pour lequel je milite tellement pour mes enfants, tu vois, où j'ai envie qu'ils grandissent justement en étant le plus libre possible, d'être qui ils sont, d'aimer ce qu'ils aiment, d'aimer qui ils veulent. Et du coup, là, je me suis sentie super oppressée par ça, quoi. Parce que c'est pas du tout dans la lignée de ce qu'on essaye de leur transmettre au quotidien. De se dire, ok, soyez qui vous êtes et soyez libre d'être vous-même, en fait. Et pour moi, ça allait un petit peu moins, mais l'annonce a été hyper oppressante pour moi, quoi. Bah écoute, je comprends bien ce que tu as ressenti et on va continuer de garder un œil sur tout ça. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que pour te retrouver, on peut te retrouver sur les réseaux et sur ton site internet avec le nom S'éveiller simplement. Et merci beaucoup, France, pour ton témoignage. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.